Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner faire une conférence sur les liens familiaux qui existent entre Gengis Khan, Tamerlan et le grand Moghol, je dis bien Moghol, Babur, en Inde, la dynastie Moghol en Inde. Donc, commençons par le début. Vous verrez que les liens entre Tamerlan et Gengis Khan sont difficiles à trouver, mis à part son mariage avec Kézir Hodja, qui était la fille du dernier Khan du Khanat de Jakatai, Jakatai étant le fils de Gengis Khan, en 1397. Mais vous verrez que sa descendance, très intéressante, avec Babur, qui devint le fondateur de l'empire moghol. Mais bon, on n'en est pas encore là. Hein. Commençons par les débuts. Gengis Khan. Alors, Gengis Khan est né en 1167 et mort en 1226, donc début du XIIIe. C'est un turco-mongol né en Mongolie centrale en 1167. Il soumet les Tatars et la Chine du Nord. Ça, c'est déjà intéressant. Il est en 1196, il est nommé empereur ou roi des Mongols. En 1218, une ambassade mongole est massacrée à Otrar. Alors, où se trouve Otrar? Elle se trouve sur le Sir Daria. Le Sir Daria étant un des deux grands fleuves qui se jettent dans la mer d'Aral. Les deux fleuves sont en bas. Sont des fleuves longs de 2000-2200 km. C'est la Moudaria en bas, et en haut, c'est le Sir Daria. Donc une ambassade mongole est massacrée à Otrar en 1218. Gengis Khan n'hésite pas à entrer en Transoxiane. Transoxiane, c'est le pays qui se trouve entre la Moudaria et le Sir Daria, c'est-à-dire au sud de la mer d'Aral, ce qu'on appelait récemment, qu'on appelle encore l'Ouzbékistan. Voilà. Donc il entre en Transoxiane, se soumet les villes de Boukhara et de Samarcande. Euh, c'est un, c'est un homme c'est un très grand conquérant. Il ne reste pas en Transoxiane. Il migre tout de suite avec son armée. Il migre vers l'Afghanistan, de là remonte vers l'Azerbaïdjan et entre en Russie méridionale. C'est un homme qui a soumis un empire qui s'étendait de la Corée aux portes de l'Europe. C'est dire que son empire fut immense. Il rentre finalement en 1225 en Mongolie, et en 1226, la mort le surprend. Alors, on ne sait pas très bien où se trouve le tombeau de Gengis Khan. C'est resté c'est resté secret, parce qu'il ne voulait pas que l'on sût où il était enterré. Donc, à sa mort en 1226, un cortège composé de 10 000 cavaliers mongols et d'une dizaine de chamans entreprirent un voyage au nord-est d'Oulan-Bator jusqu'à une zone que l'on appelle actuellement encore la zone interdite. Donc il est difficile d'y entrer. On sait qu'il est enterré au bas d'un arbre. Il aurait dit à cet endroit: oh, c'est un endroit extrêmement intéressant pour situer mon tombeau. Donc, durant tout le trajet, tout le parcours, comme la nouvelle devait rester secrète, non divulguée au peuple, tous les curieux qui s'accumulaient autour du cortège furent massacrés.
Il fut donc enterré dans ce tombeau qui est encore de nos jours secret. On le cherche, hein, parce qu'il a dit que pendant 800 ans, Gengis Khan a spécifié que pendant 800 ans, il devait rester secret. Donc on n'est pas loin de 2226 à 4 ans près. Ça marquera le 8e anniversaire, le 8e centenaire de sa mort. Lorsqu'il fut enterré dans ce tombeau et recouvert de terre et d'un semblant d'herbe, l'endroit de sa tombe fut piétiné par 800 cavaliers mongols. Donc c'est dire que il est très difficile à trouver, mis à part avec maintenant les instruments modernes, les radars et tout ce qui s'ensuit, que emploient les archéologues pour découvrir des endroits percutants. Voilà, donc voilà en ce qui concerne Gengis Khan. Son empire va être partagé entre ses 4 fils, que sont Jochi, le premier Jochi, qui mourut en 1227, c'est-à-dire quelques mois après la mort de son père, par Chagatai, qui mourut en 1242, par Ogodai, qui mourut en 1241, et le Benjamin, le petit, le dernier, Tolui, qui mourut en 1232. Alors, Jochi a eu des fils, de nombreux fils, dont je citerai, je pense, 4. Alors, il a créé ce qu'on appelle la Horde Blanche, la Horde d'Or, pardon, la Horde d'Or. Donc, un de ses fils, le fils aîné, Batu, fut désigné pour être le premier Khan de cette Horde d'Or. Il était aux portes de Vienne en 1241 lorsqu'il a appris la mort de son frère Ogodai, et il est retourné avec son armée, il est retourné vers les terres d'Ogodai. Tant mieux, la ville de Vienne fut sauvée, et certainement la chrétienté. Parce que comme ça, au 13e, 14e siècle, il était difficile d'engendrer des coalitions contre ces Mongols que l'on ne connaissait pas. Bon, il y avait eu avant, bien sûr, au 4e, 5e siècle, Attila et ses hordes barbares, mais les Mongols étaient redevenus, ils étaient un peu inconnus. Voilà. Donc, Batu. Batu est le premier Khan de la Horde d'Or. Le deuxième Khan, c'est son fils, Sartou, qui est le deuxième Khan de la Horde d'Or. Le troisième Khan de la Horde d'Or, c'est Ulapchi, qui est le fils de Batu. Quatrième Khan, c'est Berké, le frère de Batu, qui se convertit à l'islam. Donc plusieurs autres Khans non musulmans se succèdent, et puis advient un Khan resté célèbre, ce qu'on appelle Ozbek Khan, qui se convertit à l'islam et entraîna une islamisation définitive. Donc les Mongols ont perduré pendant à peu près un siècle et demi. Ensuite, ils se sont turquisés, autrement dit, ils sont devenus des Tatars. Et ils ont surtout été soumis par les armées des princes russes au nord, et au sud par les armées de Tamerlan. Voilà en ce qui concerne la Horde d'Or. Sur l'aile gauche de la Horde d'Or, on a ce qu'on appelle la Horde bleue, c'est-à-dire l'aile orientale. Elle fut gouvernée par Horda. Horda, qui est un frère de Batu. Du côté droit, l'aile occidentale est ce qu'on appelle la Horde blanche. Elle fut commandée successivement par des fils de Batu et des frères de Batu. Voilà en ce qui concerne Jochi. Jochi, donc, c'est un fils, le premier, l'aîné, qui est un fils quand même assez important. Le cadet, le deuxième, Jakatai,
qui est mort en 1242. Il a fondé un khanat, le khanat de Tchagatai, qui s'étendait à l'époque entre le nord de la mer d'Aral et l'Irtish, c'est-à-dire l'affluent de l'Aube. Voilà en ce qui concerne Tchagatai. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que bon, je pourrais m'éterniser sur Tchagatai, mais bon, restons-en là, parce que sinon la conférence va être beaucoup trop longue. Bon, j'aimerais qu'elle dure à peu près 40 minutes. Voilà. Donc, le troisième frère, c'est Ogodai. Ogodai s'est installé au nord de la mer d'Aral, à l'est également de la mer d'Aral. Il a un fils, Gouryouk, qui succède à la mort de son père, qui lui succède à la mort de son père en 1241, et un neveu de Ogodai, Monke. Voilà en ce qui concerne Ogodai. Maintenant, je vous parle du petit, du Benjamin. Peut-être pas le plus aimé, parce que Gengis Khan aimait beaucoup Ogodai, celui qui est mort en 1241, et qui a fait que sa mort a empêché les Mongols de Batou d'envahir Vienne. Donc Tolui a eu plusieurs fils, dont deux sont célèbres. Hulagu, qui a soumis les Abbassides d'Iran durant quand même pas mal de temps. Et de l'autre côté, vous avez Kubilai, l'autre fils, qui s'appelle Kubilai, et qui a soumis la Chine, notamment la Chine du Nord, mais la Chine en général, et qui a fondé une dynastie, la dynastie des Yuan, Y-U-A-N, 1260-1268. Succédera à la dynastie des Yuan, la dynastie des Ming, 1368-1644. Donc voilà, on en a terminé avec Gengis Khan et ses fils, les Gengis Khanides. Maintenant, bon, comme je vais vous parler de liens familiaux entre Tamerlan et Gengis Khan, parlons maintenant de Tamerlan. Tamerlan est un très grand conquérant, on l'appelle Timur-Lenk, c'est-à-dire Timur le boiteux. Ce fut un très grand conquérant. Il était extrêmement cruel. Lorsqu'il soumettait une ville, avant de soumettre une ville, avant de l'assiéger, il leur disait: si je vous assiège, quand je rentrerai dans la ville, vous serez tous liquidés. Si je ne vous assiège pas, lorsque je rentrerai dans la ville, vous obtiendrez ma grâce. Donc beaucoup de villes se sont rendues. C'est un homme qui a soumis un territoire quand même de 4 400 000 kilomètres carrés. Il est né en Transoxiane en 1336 et il est mort en 1405. Il a vécu quand même un peu plus longtemps que Gengis Khan. Il est né donc en Transoxiane que l'on appelle l'Ouzbékistan. Alors l'Ouzbékistan fait partie du Turkestan russe, qui existait encore jusqu'au démantèlement de l'Union soviétique en 1991. Alors, qu'est-ce qu'on appelait le Turkestan russe? Dans le Turkestan russe faisait partie l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, la Transoxiane, le Tadjikistan et le Turkménistan. Alors, il est à distinguer du Turkestan chinois, que l'on appelle le Xinjiang, ou alors la région du Tarim, ou encore, si vous préférez, la région du Mongolistan, qui a un rapport avec Babour. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, il se dit, très rapidement, Gengis Khani, il se dit qu'il a une ascendance Gengis Khanite. Mais comme je vous l'ai raconté tout à l'heure au début de cette émission,
Il ne doit si on peut appeler ça ainsi, djédjiscanité, c'est-à-dire son ascendance avec Gengis Khan, qu'à travers son mariage en 1397 avec Kizir Hodja, la fille de Ilyas Hodja, c'est-à-dire le dernier Khan du Khanat de Chagatai. Donc il a quand même une incidence indirecte avec Gengis Khan. Alors, il a soumis également Bayazid en 1402, c'est-à-dire 3 ans avant sa mort. Bayazid en 1402, c'est Bayazid Ier, qui était le sultan ottoman résident à Ankara. Il est allé à Ankara et il a battu à plat de couture Bayazid Ier et l'a fait enfermer. Il est mort d'ailleurs, je pense un an plus tard, dans les geôles de Tamerlan. Alors, son empire timouride va perdurer pendant à peu près un siècle après sa mort, jusqu'en 1507, vous allez voir tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça. L'important, c'est que à sa mort, son immense empire de 4 400 000 km², il a quand même conquis l'Azerbaïdjan, la Ciscaucasie, la Géorgie, Alep et Damas, Bagdad et le sultanat de Delhi, c'est quand même pas mal. À sa mort, qui le surprend en Transoxiane, c'est-à-dire dans son pays, il est né à Kerch en 1336. Et il le surprend dans son pays en Transoxiane. Son empire est partagé entre ses 4 fils. 4 fils également, comme Gengis Khan, 4 fils. Il a beaucoup plus de fils, mais bon, c'est 4 fils qui sont restés les plus célèbres. Alors, le premier, c'est Jahangir. Jahangir qui est mort en 1376, donc avant la mort de son papa. 1376, Jahangir. Il a eu un fils, Pir Mohammad. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous parler de Pir Mohammad un petit peu, à Samarcande. Le deuxième, c'est Sheikh Omar Ier. Le troisième, c'est Miran Shah. Alors, Sheikh Omar Ier est mort en 1391. Miran Shah est mort en 1408. Il est devenu fou, paraît-il, en 1399, après une chute de cheval. Alors, il a plusieurs fils lui aussi, mais il a 2 fils très importants, Khalil Sultan et Mohammad Mirza. Vous verrez tout à l'heure la descendance. Le 4e fils, c'est Shah Rokh. Donc, quels sont les émirs de Samarcande? À la mort de Tamerlan en 1405, Tamerlan avait lui-même désigné son successeur. Ce devait être Pir Mohammad, le fils de Jahangir. Pir Mohammad. Alors, Pir Mohammad, il est aimé de personne, mais il va quand même réussir à Samarcande à gouverner quelques mois, entre 1405 et 1407. Il est assassiné d'ailleurs en 1407. En 1407 prend la relève le Khalil Sultan, son cousin germain, Khalil Sultan. Il va gouverner 2 ans, entre 1407 et 1409. Il est dépossédé par son oncle, Shah Rokh, en 1409, qui va gouverner lui jusqu'en 1447. À la mort de Shah Rokh, c'est son fils aîné, Ulugh Bek, qui prend la succession de l'émirat en 1447, et il est assassiné en 1449 sur les ordres de son fils Abdul Latif en 1449. Donc à la mort d'Ulugh Bek en 1449, c'est le frère cadet de Ulugh Bek qui s'appelle Bezengour Ier, qui devient émir de Samarcande et deviendra bien plus tard
assez rapidement d'ailleurs, je pense, même pas plus tard, mais assez rapidement, l'émir d'Herat, qui se trouve actuellement, une ville qui se trouve actuellement à l'ouest de l'Afghanistan. À la mort de Bessengour Ier, c'est son fils Babour, qui n'a rien à voir avec le Babour dont je vais vous parler tout à l'heure, le grand Moghol, qui est le fondateur de la dynastie mongole. Moghol. M-O-G-H-O-L. Avec un petit chapeau sur le haut, le dernier haut, me semble-t-il. Donc Babour, et ensuite, bon, on arrive petit à petit à Badi Az-Zaman. Badi Az-Zaman a été, je vous racontais ça tout à l'heure, a été défait par Shabani Khan. Shabani Khan, qui est un descendant de Jochi, le premier fils de Gengis Khan, Shaban, qui était le frère de Berke, Horda, Batou, etc., etc. Voilà. Donc je vous raconterai ça tout à l'heure. Maintenant, Pir Mohammad, non, pas Pir Mohammad, mais Mohammad Mirza, un des deux fils de Miran Shah. Il est très intéressant celui-là, parce qu'il a eu un fils qui s'appelle Abu Saïd Mirza, qui lui-même a eu un fils qui s'appelle Sheikh Omar II Mirza, qui lui-même a eu un fils, le voilà le Babour, le fameux Baber, qui va devenir alors Baber, bon, qui va devenir le grand Moghol de l'Inde. Mais bon, il a eu des déboires avant. Il est battu donc par Shabani Khan. Shabani Khan est un Gengis Khanide, on peut dire que c'est Gengis Khanide, il a une ascendance Gengis Khanide. Il bat donc, comme je vous ai raconté tout à l'heure, Badi Az-Zaman, le dernier Timouride à Herat, en 1507. La même année, il bat le fameux Babour, qui se réfugie en Afghanistan, à Kaboul, et qui va errer, il était bien en peine donc en Afghanistan, mais il va être demandé plus tard, va être appelé même par les hindous, par l'Inde, car il y a sur le trône de Delhi un sultan afghan qui s'appelle Ibrahim Lodi, qui n'est pas du tout aimé, qui est détesté par toute l'aristocratie indienne, et par même les Maraths, les Sikhs, les Rajputs, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce serait un peu trop long. Donc, ce fameux Babour, il va être appelé une deuxième fois, hein. Une première fois, il intervient en Inde en 1521, mais une deuxième fois, il est appelé une deuxième fois en 1526, et à l'aide d'une armée qui lui a été prêtée d'ailleurs, il vint, cet Ibrahim Lodi, et à la bataille de Panipat. Retenez la première bataille de Panipat en 1526, et il devient donc le grand Moghol de l'Inde. Mais bon, Babour, maintenant l'ascendance de Babour est très intéressante. De par son père, Omar Sheikh II Mirza, de par son grand-père, Abu Saïd Mirza, de par son arrière-grand-père, Mohammad Mirza, qui est lui-même petit-fils de Tamerlan, il peut prétendre à une ascendance avec Tamerlan, c'est certain. Maintenant, de par sa mère, de par la mère de Babour, c'est une, Gengis Khan, vous allez voir, c'est une des 5 filles de Yunus Khan, qui a une ascendance euh, indirecte à la 11e génération avec Jakatai. Donc, on peut dire également de par sa mère qu'il a une ascendance avec Gengis Khan. Alors, de par son père avec Tamerlan et de par sa mère avec Gengis Khan. Donc, voilà. Donc, Shabani Khan, donc, je vous l'ai raconté, hein, donc, il bat Badi Az-Zaman en 1507, il bat Babou en 1507, en 1510 à Merv, à la bataille de Merv, il est battu par le fondateur des Séfévides, Ismaïl Ier. Il est battu par lui, il est tué durant la bataille, et son crâne, dit-on, aurait serti de pierres précieuses, aurait servi
de coupe à boire à son vainqueur Ismaïl Ier. Donc voilà, donc c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc je vous ai un petit peu tout dit sur la descendance de Tamerlan, sur ses fils, etc. Donc passons maintenant à Babour. Babour, le fameux Babour. Babour, fondateur de le grand Moghol, c'est-à-dire empereur de l'Inde. En 1526, il n'est pas resté longtemps empereur de l'Inde, il est mort en 1530. Donc en 1530, c'est son fils Chéri, il aimait beaucoup son fils, Humayun, qui devient grand Moghol, c'est-à-dire empereur. il, a, il, a, il, a, il a régné entre 1530, la mort de son papa, jusqu'à 1540, et ensuite il a perdu son trône pendant une quinzaine d'années. Alors je n'entre pas dans les détails parce que là ça serait bon, ça serait assez complexe. Alors, il retrouve son trône en 1555, une année, car il meurt en 1500, il décède en 1556. Donc après c'est son fils Akbar qui devient grand Moghol, Akbar de 1556 à 1605. C'est le fils ensuite d'Akbar qui devient grand Moghol, Jahangir, de 1605 à 1623. Alors je ne m'arrête pas sur ces grands Mongols, car ce sont des grands Mongols quand même assez, non pas difficiles, mais faciles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une certaine érudition et qui sont complaisants avec euh, les hindous. Ils ne veulent pas absolument imposer leur religion de l'islam. Ils sont très complaisants. Maintenant, le fils de, le fils de Jahangir, très important, Shah Jahan. On va en parler de lui parce que bon, c'est un homme quand même assez célèbre en Inde, Shah Jahan. 1623, 1658. On va en parler un petit peu. Alors Shah Jahan est connu pourquoi? Il est connu parce il a fait construire en l'honneur de sa femme bien-aimée. Il aimait beaucoup, c'est un amour passionnel, comme on en voit rarement, de nos jours peut-être un peu plus, mais à l'époque rarement. Il y avait une fusion totale de l'âme, du corps, de l'esprit, etc. C'était extraordinaire. Avec son épouse, en l'honneur de son épouse, Mumtaz Mahal. Il a fait construire le mausolée de Taj Mahal. Donc, cette pauvre femme est morte dans les couches de son 14e enfant. Les pauvres femmes, parce que bon, mettre au monde quand même 14 enfants, à cette époque-là, 17e siècle, c'est pas simple. Donc, il fait construire ce fameux Taj Mahal selon une technique qui vient de, de la Renaissance italienne, de Rome et de Florence, la technique de la pietra dura, technique qui opérait sur le marbre bleu. Donc c'est un mausolée extraordinaire à Agra, qui est une beauté magnifique. Je vous le recommande d'ailleurs si vous allez à Agra. Vous ne pouvez pas passer à côté. Hein, voilà. Il se trouve juste en face du fort d'Agra et c'est extraordinaire. C'est un mausolée unique, vraiment. Shah Jahan également connu pour avoir fait construire un trône, le trône du Pan, Pan, le trône du Pan. Alors, je dis il était parce que bon, il a disparu, vous verrez comment. Il était serti de 106 rubis, 116 diamants et de 26 733 pierres précieuses. Il aurait coûté l'équivalent de la construction du château de Versailles entre 1660 et 1680. C'est-à-dire qu'il a quitté déjà que, bon, la construction du 20 000 ouvriers avaient travaillé sur la construction du mausolée du Taj Mahal et qu'il avait coûté une très très grande famine en Inde. La construction du trône du Pan, quand même, a été magistrale et elle a coûté énormément. La construction du château de Versailles entre 1660 et 1680, commandé par le fameux roi Soleil, Louis XIV. Donc, Shah Jahan, alors,
il a un fils qui s'appelle Aurangzeb, qui a combattu pour lui, qui est la tête d'une armée, etc., général en chef, etc. Donc ils sont tous très impatients de monter sur le trône dans ces années-là, hein, très impatients. Et il est impatient de rentrer de monter sur le trône. Donc il arrive à la tête d'une armée, de son armée. Il arrive à Agra, s'empare de ses trois frères qui sont prétendants au trône, les fait liquider, s'accapare euh, le corps physique de Shah Jahan, qui est toujours vivant, et qui est enfermé au fort d'Agra. Il y mourra en 1666, sous les colibés et les moqueries de ses gardiens. C'est terrible. Il était vraiment, alors Aurangzeb, je vous parle un petit peu d'Aurangzeb, il est connu en Inde, il n'est pas du tout aimé, il était bigot, vraiment. Il était fanatisé par les infidèles, par les srani. Un fidèle, c'était terrible pour lui. Il était en plus, en outre, cruel, odieux, pervers. Il a marqué véritablement, il a régné longtemps, hein. Il a été battu par les Sikhs, par les Maraths, il est battu, mais bon, malgré tout, il est resté sur le trône, et il est resté malheureusement trop longtemps, entre 1658 et 1707. C'est quand même presque 50 ans. Donc il est resté sur le trône, mais il a occasionné euh, la décadence de l'Empire moghol. L'Empire moghol est quand même resté. Il y a eu encore 6 autres empereurs moghols qui sont restés, qui ont été à la mort 1707, à la mort d'Aurangzeb, qui sont parvenus sur le trône du grand moghol, jusqu'en 1857. En 1857, le dernier mongol, Mohammad Bahadur Shah, Mohammad Bahadur Shah, qui a non pas participé, mais qui a soutenu la révolte des Sipahis en 1857. Les Sipahis, ce sont les soldats, il y en avait 100 000 à l'époque, 100 000 hindous qui étaient dans l'armée britannique et qui se sont révoltés contre les Britanniques. Donc comme il avait donné son feu vert aux Sipahis. Les Sipahis lui avaient demandé qu'il les aide. Il les a non pas aidés, mais il les a soutenus moralement. Et comment dirais-je, il a été écarté du trône et envoyé en exil à Rangoon en 1858, où il est mort assez rapidement. Voilà comment s'éteint la dynastie moghole, qui a quand même duré 3 siècles, hein. Elle a unifié l'Inde. Elle a unifié l'Inde. Donc on voit quand même que Babour a une ascendance timouride avec Tamerlan, et une ascendance djingis-khanide avec Gengis Khan. Quant à Tamerlan, c'est son mariage avec Kizir Khodja qui lui donne une ascendance indirecte avec Gengis Khan. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette conférence pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai été assez concret, et que vous arriverez quand même à démêler les choses quand même qui sont quand même assez difficiles à comprendre, hein. Mais bon, c'est l'histoire, hein. C'est la véritable histoire de l'Extrême-Orient. Voilà, donc c'est assez intéressant. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.